La spécificité du camp d'Auschwitz, du Auschwitz II Birkenau, c'est les chambres à gaz, les crématoires, c'est comment on tue à Auschwitz. Et on va aller voir les lieux où on assassinait les hommes, les femmes et les enfants. Alors sur ces lieux, vous verrez, c'est que des ruines parce que les nazis ont tout détruit, ils ne voulaient pas laisser de traces. Mais on va aller sur ces lieux, ça se trouve exactement à l'ouest du camp, caché dans une forêt qu'on appelle le Birkenwald, la forêt de bouleaux. Et c'est là où on tuait les gens, où on a installé des chambres à gaz et on brûlait les gens dans les fosses. À la Judenrampe, les SS séparaient les nourrissons de leur mère immédiatement, les jetaient dans un camion. Et ils arrivaient ici, ils avaient creusé une fosse enflammée et ils jetaient les nourrissons dans la fosse enflammée. Voilà, Auschwitz, c'est ça. Les enfants et les vieillards vont tout de suite à la chambre à gaz. Mais ils avaient besoin, on va dire sur un convoi, il y a 80% des gens qui allaient à la chambre à gaz et 20% comme Ida qui ont été sélectionnés pour le travail. Mais il peut arriver qu'il y ait des hommes plutôt forts ou dans la force de l'âge qui soient quand même sélectionnés pour la mort. Le but c'était quand même de tuer tous les juifs. Mais il fallait conserver un petit nombre de juifs pour le travail, pour l'intendance et pour alimenter les usines de Buna Monowitz. L'extermination, elle est à tous les niveaux. Elle est au plus haut niveau chez les SS, c'est la décision politique, et l'application concrète chez les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs qui ont construit cette structure d'extermination. Finalement, les documents de l'extermination, on ne les a pas trouvés dans les archives politiques, mais on a retrouvé finalement les archives de l'extermination dans les documents administratifs du département de construction du camp d'Auschwitz. Par terre à remplir de remblais à tasser et par terre à bétonner dans la chambre à gaz. C'est-à-dire que dans le compte-rendu de son attestation de travail, pour dire ce qu'il a fait, il crache le morceau. Plutôt que de dire morgue, il met chambre à gaz. Donc là, vous avez un document administratif qui donne une des nombreuses preuves qui prouvent l'existence des chambres à gaz. Il y avait deux bunkers, je vous l'ai dit, à Birkenau, le 1 et le 2. C'était les chambres à gaz primitives. Tout ce qu'on va faire là, du bunker 1 jusqu'au bunker 2, on va vraiment cheminer autour de charniers. C'est vraiment les zones où les nazis ont expérimenté toutes les solutions pour donner la mort. On a dépouillé les gens. Et quand on a vu que le rendement, entre guillemets, n'était pas suffisant, Himmler a fait décider en 1942 de construire 4 chambres à gaz nouvelles et 4 crématoires de façon complètement industrielle, c'est-à-dire au sous-sol les chambres à gaz, immenses, complètement bétonnées, qui vont être totalement hermétiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un souffle d'air qui pourra passer, sauf par la porte. Et évidemment, quand la porte sera fermée, c'est comme des portes de sous-marins, c'est complètement hermétique. Et au-dessus de la chambre à gaz, vous avez donc au rez-de-chaussée, vous avez les crématoires. C'est-à-dire que, vous voyez le processus industriel qui va être construit par les Allemands. Au sous-sol, on assassine par le gaz. Quand les cadavres sont sortis de la chambre à gaz, on les monte par un monte-charge, une sorte d'ascenseur, si vous voulez, immense, au rez-de-chaussée. Et au rez-de-chaussée, on les tire du monte-charge et on les enfourne dans les fours. Et là, on les brûle. Dans la tête des nazis, on va tuer les juifs comme on tue de la vermine. Ils vont être soit orientés directement au fond du camp pour être gazés, soit ils vont prendre le chemin, traverser cette partie-là du camp et aller au crématoire 4 et 5. Et les gens rentraient par le portail que vous voyez là. Regardez là, on voit
Il y en a un ici, hein, c'est symétrique. Et un là-bas pour le crématoire 3 et ici pour le crématoire 2. Après avoir édifié les crématoires 2 et 3, ils vont transformer les crématoires 4 et 5 en structure d'extermination. Les gens, le plus souvent, c'est des habits dehors et on les envoie directement dans les chambres à gaz. Ils sont brûlés. Les corps ont été brûlés, ce sont des cendres. Les cendres ont été en grande partie jetées dans les lacs et les rivières environnantes et parfois elles ont servi éventuellement à faire des matériaux de construction et du gravier. Les cheveux ont été récupérés, ils ont servi à faire pour beaucoup des pantoufles. Et des pantoufles en particulier pour les sous-mariniers allemands. Quand les vêtements ne portaient pas la trace du meurtre, ils étaient récupérés, nettoyés, expédiés en Allemagne. Et ces vêtements, donc des monceaux de vêtements d'enfants, de chaussures d'enfants, de vêtements de femmes, de vêtements d'hommes, ils ont été distribués aux familles nécessiteuses en Allemagne qui avaient tout un frère ou un père sur le front et qui avaient besoin de vêtements supplémentaires. Il y a eu énormément d'or qui a été récupéré, soit dans les valises. Si vous avez de l'or chez vous, un bijou en or, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, vous allez le prendre. Donc dans les valises, les Allemands trouvent énormément d'or. Cet or a été fondu, il a servi à faire des lingots. Une partie des lingots a servi à acheter le gaz Zyklon, qui allait servir à assassiner d'autres juifs. Et ainsi de suite, et ça tourne. Auschwitz a été libéré par hasard par les soviétiques le 27 janvier 1945. Pourquoi par hasard? Parce que c'est un détachement de l'armée rouge, l'armée soviétique, qui s'avance devant cet étrange bâtiment à l'horizon dans la neige. Il faisait très mauvais temps, l'horizon était très cotonneux, très gris, et qui s'avance devant ces miradors, ces barbelés, immenses à perte de vue. C'est la cavalerie russe qui avance, et qui regarde, il n'y a rien, personne à l'horizon. Personne, strictement personne, c'est le désert. Et tout est recouvert de neige. Et qui, en disant dans les premières baraques, ils découvrent des gens qui sont en train d'agoniser, de mourir, en train de mourir du typhus, entre autres. Il y a là pratiquement 7000 déportés qui sont restés dans le camp et qui sont en train de mourir. Beaucoup vont mourir d'ailleurs. Les Alliés, depuis 1942, savent très bien l'existence d'Auschwitz. Et non seulement ils savent l'existence d'Auschwitz, ils ont des rapports sur Auschwitz, ils savent combien de personnes on y a assassiné, combien on est en train d'y assassiner. Ils ont même des photos aériennes en fait d'Auschwitz, de tous les détails. Les Américains et les Britanniques, voulant casser l'effort de guerre allemand, ont besoin pour clouer l'aviation allemande au sol et les blindés allemands pour les empêcher de rouler, ont besoin de priver l'Allemagne d'essence. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils bombardent Monowitz une fois, puis deux fois, puis ils reviennent au mois de mai, ils reviennent au mois de juin, ils prennent des photos aussi. Ils ont même les moyens d'arrêter la machine de mort. Ils bombardent ailleurs et partout en Europe les voies ferrées. Ils auraient très bien pu bombarder la Judenrampe. Bombarder les voies ferrées uniquement, ça aurait retardé la machine de guerre. Pourquoi? Parce que sans la voie ferrée, les convois n'arrivent pas, c'est tout bête. Alors il est évident que les voies ferrées auraient été rétablies 10 jours, 15 jours après. Mais vous savez combien on assassine de gens en juin 1944 à Auschwitz, quand les Hongrois arrivent? Par jour? 12 000. Par jour. À tel point qu'on ne peut plus brûler. Il y a un encombrement. Et comme il fait chaud, c'est une infection générale dans le camp, une puanteur abominable, les cadavres s'entassent en montagne.